suis professeur de génétique à la faculté de médecine Paris-Descartes, donc universitaire, et je suis aussi médecin généticien du campus Necker Enfants Malades, dans le service de génétique de Necker Enfants Malades. Et je vais prendre dans quelques jours la direction de l'Institut Imagine, donc l'Institut des maladies génétiques. L'Institut est un mélange, non pas improbable sur notre site, mais original dans son montage, entre une très bonne science, représentée par des laboratoires, le plus souvent de l'INSERM et de l'Université Paris-Descartes, qui sont consacrés à la recherche sur les maladies génétiques, plus particulièrement les maladies rares. Ces laboratoires sont tenus et montés par d'excellents scientifiques, mais cela ne suffirait pas à définir le projet. Le projet est aussi appuyé sur une recherche clinique, c'est-à-dire sur un campus hospitalo-universitaire, à la fois très ancien, puisqu'on est dans le plus vieil hôpital pédiatrique du monde, 1802 à sa création, et très moderne par sa pensée de la pédiatrie et aussi de la transition de l'enfant à la médecine adulte. Cette deuxième composante est inhérente et constitutive de l'Institut Imagine, c'est-à-dire que l'Institut où vous êtes allie la recherche clinique, les patients, les consultants de l'hôpital Necker dans ce domaine, incarnés par les centres de référence des maladies rares, et la recherche sur les mêmes patients. Cela ne suffirait pas encore pour définir l'Institut qui, dans sa structure administrative, dans son montage médico-économique aussi, a l'originalité de combiner le meilleur du public avec le meilleur du privé, nous l'espérons en tout cas, dans une fondation de coopération scientifique, c'est-à-dire une coquille juridique qui nous permet d'avoir à la même table de conseil d'administration des fondateurs de nos tutelles publiques, l'INSERM, l'assistance publique hôpitaux de Paris, la mairie et ville de Paris, l'université Paris-Descartes, autant que des grands fondateurs privés, l'AFM Téléthon et la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. C'est cet alliage-là, cette originalité-là qui nous a permis d'obtenir en 2011 le label d'Institut hospitalo-universitaire, accordé à 6 centres français, dans des domaines très composites, très complémentaires aussi, on peut le voir, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, microchirurgie assistée par ordinateur, que vous avez à Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Paris, et de pouvoir avoir ce programme de 10 ans de soutien par le plan d'investissement d'avenir. Il y a une création qui est à la fois récente, vous l'avez signalé, 2007, centre thématique de recherche et de soins qui portait déjà le nom d'Imagine, naissance de la Fondation de coopération scientifique qui nous sert d'appui réglementaire et juridique, et puis en 2011, Institut hospitalo-universitaire. Alors il pourrait y avoir le sentiment là, puis un bâtiment, j'ajoute bien sûr, qui est sorti de terre en 2 ans et demi, ce qui était un record, entre 2012 et son inauguration, il y a exactement 2 ans, le 18 juin 2014. Cela pourrait sembler une marche forcée. En réalité, l'idée est plus ancienne. On la doit très majoritairement, il faut lui rendre hommage à notre actuel président de conseil d'administration, Claude Gressani, qui après avoir été un grand immunologiste, un grand président de l'INSERM, a inventé, a inspiré, a créé, a fondé l'idée de l'Institut en se disant il est temps, premièrement, de rassembler les forces qui travaillent sur les mêmes sujets au sein du campus Necker Enfants Malades. Deuxièmement, de garder un petit peu de place pour des talents nouveaux que nous voudrions attirer. Troisièmement, de partager des plateformes, c'est-à-dire des appareils, des animaleries que chaque équipe ne pourrait pas avoir le luxe d'obtenir par elle-même, et ce qui amène à des travaux en commun. C'est une logique aussi de philosophie de la recherche qui se fait en travaillant ensemble, et tout cela dans un campus hospitalo-universitaire. Vous avez dit que nous sommes à 2 pas de Necker, c'est pas tout à fait exact. Nous sommes à Necker Enfants Malades, mais nous sommes une espèce de création originale et nouvelle de ce campus hospitalier universitaire, irrigué de longue date par l'INSERM. Il y a beaucoup de projets qui sont portés à Imagine avec beaucoup de succès. Je dirais toutefois qu'il y a quelques éléments très emblématiques. Nous n'avons pas voulu faire à Imagine des départements, mais il y a des grands thèmes qui se retrouvent de manière presque, non pas séculaire, mais qui, même presque de l'après-guerre, sont des termes de grande compétence et de grande compétitivité internationale. Les maladies immunitaires, les déficits immunitaires constitutionnels, et notamment les nouvelles thérapies géniques qui ont été apportées par Alain Fischer, son école, et désormais par Marina Cabazana-Calvo dans
dans le domaine de l'hématologie des maladies constitutives du globule rouge. Ça, c'est un thème absolument magnifique, l'immunité, l'hématologie. Il y a quelque chose de compétitif au niveau international le plus élevé. La néphrologie de l'enfant à l'adulte est appuyée sur une clinique ultra forte. C'est l'école de Jean Burger, c'est l'école de Madame Habib, c'est l'école en pédiatrie de Michel Broyer. On retrouve ici à Imagine les héritiers, si je puis dire, en médecine ça n'a pas tellement de sens, et en sciences encore moins, mais les élèves de ces écoles-là. La génétique elle-même, les élèves de Jean Frézat, les élèves d'Arnold Munich sont dans cet institut et représentent des tendances sur notamment les maladies neurologiques, sur les troubles intellectuels, sur l'autisme, sur les anomalies du développement, qu'elles soient osseuses, qu'elles soient du tissu mou, bref. Ces grands flux de la pensée qui ont constitué les forces de Necker Enfants Malades se retrouvent incarnés aujourd'hui dans Necker Enfants Malades, dans l'Imagine, pardon. Il y a dans ces histoires-là des éléments de contexte qui sont, comme souvent, circonstanciels, mais néanmoins très puissants, qui sont les forces de l'amitié, les forces de l'histoire. Et il se trouve que des amitiés et aussi des parents d'enfants suivis à l'Institut Imagine sont passionnés d'échecs et se retrouvent aussi professionnellement dans le montage de Caïssa. Ils se sont rapprochés de l'Institut, connaissant l'Institut pour des raisons à la fois professionnelles mais aussi personnelles, en disant mais est-ce que cet événement pourrait vous intéresser? Nous voulons faire venir à Paris quelqu'un qui est un prestige absolu des échecs, Anatoly Karpov, 6 fois champion du monde. Rappelons que le parrain d'Imagine, un des parrains d'Imagine, c'est Teddy Riner, 5 fois champion du monde. Nous avons vu là une image qui avait 2 facettes et qui pouvait nous intéresser, et outre l'accueil d'une association et d'une entreprise amicale. Le premier, c'est cette image de compétition loyale, comme nous l'avons en science, une compétition féroce. On veut arriver vite, on veut arriver les premiers si possible, on veut valoriser notre recherche, et on la retrouve dans le sport du judo, Teddy Riner, et dans le sport intellectuel que représentent les échecs. La deuxième facette que nous avons appréciée dans l'événement Caïssa, Health and Chess, c'est l'idée que l'on peut quand même se poser des questions d'ordre scientifique et médical sur ce qui anime les cerveaux extraordinaires de ces grands champions armés pour faire des parties à l'aveugle, pour faire des parties simultanées, pour à 60 ans écraser, massacrer des joueurs classés aujourd'hui grands maîtres internationaux. Qu'est-ce qui se passe dans ces cerveaux? Peut-on en faire l'image? Peut-on fonctionnellement le démontrer? Sont-ils constitués différemment ou entraînés différemment? Et cette question-là est très souvent proche de la question de la génétique, c'est la question de l'inné et de l'acquis. Est-ce qu'ils sont faits comme ça et qu'on les a juste entraînés, ou est-ce qu'ils sont devenus des champions? C'est une question très très difficile en neurosciences. Nous avons aussi pensé que les échecs avaient une valeur potentiellement thérapeutique. On voit dans certaines études, notamment sur les maladies neurodégénératives, que la pratique du jeu, et la pratique du jeu à un haut niveau, que ce soit les échecs ou un autre jeu de ce type, peut préserver de certaines neurodégénérescences plus précoces, peut améliorer la situation, peut aider à restaurer, à rééduquer. Et nous avons aussi voulu nous poser cette question sur l'impact thérapeutique de ces jeux. Donc, 2 aspects, la compétitivité dans un domaine parfaitement loyal et très éthéré, le jeu d'échecs en l'occurrence, et la possibilité de réfléchir au jeu lui-même comme un don particulier, et ce qu'il en est du point de vue des neurosciences, mais aussi peut-être comme une action thérapeutique. Ça les compose en 2 journées et demie, si je puis dire. Une soirée d'accueil de jeudi 23 juin au soir pour accueillir, comme il se doit, un champion de la brigade de Karpov. Et puis vendredi, des tables rondes de séminaires qui vont mêler des neuroscientifiques, des psychologues, des imageurs du cerveau, des généticiens qui vont réfléchir et s'exercer à réfléchir sur ces questions que je vous ai citées, des relations entre le jeu d'échecs et le cerveau. Et puis l'après-midi, deux grands événements
de parties, évidemment de démonstration. L'une d'une partie à l'aveugle, je crois, par Anatoly Vesser, grand maître international, et l'autre qui est un tournoi simultané, enfin une partie simultanée, que donnera Anatoly Karpov. Et puis le samedi, les enfants vont de nouveau avoir les portes ouvertes à Imagine. C'est tous les jours le jour des enfants à Imagine. Mais ce samedi-là sera particulier parce qu'ils pourront jouer sous la houlette, voire avec, voire contre Anatoly Karpov. Je joue et je n'oserais même pas m'aligner ni demain, ni même samedi. Je suivrai avec passion parce que je suis attentif à ce jeu qui m'a toujours fasciné et notamment sur la forme d'esprit qu'il faut avoir pour atteindre ces sommets de la partie à l'aveugle, de la partie simultanée, de savoir toutes les parties les plus élémentaires pour eux jusqu'au 7e ou 8e coup, et parfois d'avoir aussi la beauté de la poésie d'un coup inattendu, d'une aventure sur l'échiquier, et cela me fascine beaucoup sans que je puisse le pratiquer réellement.